Puisque j'ai eu la chance d'inaugurer ce micro-ci, je ne le lâche plus. Pour la reprise des travaux, je vais demander à Stéphanie Damblon, chargée de campagne à Agir pour la paix, de bien vouloir nous parler entre pacifisme d'hier et aujourd'hui, de faire le pont, et ce n'est pas forcément une mince affaire, entre Henri Lafontaine et Black Lives Matter, No Justice, No Peace. Merci déjà de nous aider à y réfléchir, Stéphanie. Merci. Alors, bonjour, je m'appelle Stéphanie, je travaille pour Agir pour la paix. Je suis une pacifiste et une antimilitariste. C'est en général ainsi que je commence par me présenter dans le cadre de mon travail. Et je dois vous faire un aveu, mon terrain de jeu habituel, il est bien différent de celui d'aujourd'hui. Agir pour la paix donc, est une association pacifiste et antimilitariste issue de la fusion de l'ancien MIR, IRG et d'Action pour la paix. Notre travail consiste à faire de l'éducation permanente à la paix, sur les questions de paix. Et pour cela, nous proposons des formations à l'action directe non violente et à la désobéissance civile. Nous travaillons aussi sur nos propres campagnes contre les armes nucléaires et contre les lobbies de l'armement au niveau européen. Ma place, elle est en général de l'autre côté, c'est-à-dire de votre côté, dans ce genre de journée de réflexion, comme celle d'aujourd'hui, puisque je me nourris du travail des intervenants qui m'ont précédé et qui me suivront. Je me nourris de leurs recherches, de leurs observations, et cela est d'autant plus important que je suis une pacifiste engagée, une activiste évidemment au sens d'action directe non violente, qui pratique l'action directe non violente et la désobéissance civile. Et ma foi, pour savoir où l'on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient. Alors cela dit, laissez-moi quand même vous dire que je suis très contente d'être parmi vous ce matin. La question d'aujourd'hui tourne autour du pacifisme en tant qu'illusion perdue du XXe siècle. Alors évidemment, c'est une question, il y a un gros point d'interrogation derrière. Je vais tuer tout suspense immédiatement en vous disant que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse là tout de suite. Mais par contre, la simple lecture de la question mène à une réflexion rapide. C'est que lorsqu'on évoque le pacifisme actuellement, c'est toujours empreint d'une terrible nostalgie pour ce qu'il a été, pour ce qu'il n'est plus. Et surtout, c'est comme si tout s'était terminé avec la fin de la guerre froide. J'ai effectivement assez désespérément cherché, et je cherche toujours d'ailleurs, des travaux de recherche, des études qui portent sur les événements qui se sont passés à Seattle, à Gênes en 2001. À Gênes, on en trouve certains, mais très peu. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous allez devoir vous reporter à des livres écrits par des militants. Mais ça ne fait pas encore partie des travaux de recherche scientifique. Et je le regrette vraiment. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'un mouvement existe. C'est lorsque les scientifiques s'y intéressent, lorsqu'ils écrivent des choses, ils les font exister. Et donc, oui, je ne partage pas cette idée que le pacifisme s'est arrêté avec la fin de la guerre froide. En pratique, d'abord parce que c'est pas comme si le monde dans lequel nous vivons se trouvait dans un état de paix parfait, partagé par tous. Et donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de sujets à propos desquels nous ne pouvons que continuer à être pacifistes. Alors évidemment, c'est une évidence, mais la question de la vente d'armes, la question des armes nucléaires, ça reste une évidence pacifiste aujourd'hui. Et ensuite aussi parce que le pacifisme, on le retrouve dans plusieurs mouvements sociaux aujourd'hui. Et pas seulement ceux contre les armes nucléaires, et pas seulement ceux contre la production et la vente d'armes. Alors bien sûr, nous avons tous en tête ces foules de centaines de milliers de personnes qui ont marché en Europe du Nord principalement, dans les années 80, contre l'arme nucléaire.
Où sont ces gens aujourd'hui? Où sont ces 300 à 400 000 personnes qui ont défilé en 1983 dans les rues de Bruxelles? Je sais que certains sont ici aujourd'hui, moi aussi. J'étais petite, mais j'y étais. Mais cela dit, ça ne nous dit pas où sont passés le reste de ces personnes. À l'aube de la guerre d'Irak en 2003, en février 2003, nous étions encore 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles, à dire que nous ne voulions pas de ce monde-là. 13 ans plus tard, en mai 2016, le mouvement de la paix belge peinait à réunir quelques milliers de personnes dans les rues de Bruxelles contre le renouvellement annoncé des avions de chasse de la défense. Et donc, à la question de savoir combien serions-nous à manifester demain contre la vingtaine d'armes nucléaires B-61 toujours stockées à Kleine-Bruegel depuis près de 60 ans, j'ai pas la réponse, mais j'ai peur de la réponse. Et pourtant, les mouvements sociaux qui s'engagent contre la mondialisation, pour la liberté de circulation, dans les luttes environnementales, ou qui luttent contre la pauvreté, ou pour le droit des femmes, ou contre les violences policières faites aux Noirs, sont multiples et bien vivants. J'en ai cité quelques-uns, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et tous partagent une certaine idée de la paix, une paix qui serait inhérente à la question de la justice, et surtout de la justice sociale. Alors le terme de pacifiste, ma foi, porte en lui toute la diversité des courants d'idées de la paix du tout début du XXe siècle. Donc il apparaît officiellement en France en 1901 et il est proposé par le juriste Émile Arnaud, président de la Ligue internationale pour la paix et la liberté. Celui-ci explique son choix comme ceci. Nous ne sommes pas seulement des pacifiques, nous ne sommes pas seulement des pacifiants, nous ne sommes pas seulement des pacificateurs, nous sommes le tout à la fois. Et autre chose encore, nous sommes, en un mot, des pacifistes. Loin d'être populaire, le milieu dans lequel le terme apparaît est en fait bien élitiste. Il s'agit d'un mot de consensus, le pacifisme étant multiple dans son essence. Alors on parle évidemment d'un mouvement pacifiste qui, on l'a dit, et on l'a dit juste précédemment à moi, on l'a dit très bien, un mouvement pacifiste qui convoque le droit comme meilleur garant du règlement des conflits internationaux. Et nous ne sommes pas ici dans la recherche d'une paix qui sera avant tout une absence de guerre absolue, puisque les guerres dites justes sont autorisées. Et ma foi, à la question de savoir si une guerre peut être juste, la réponse de ce courant est qu'elle peut être, sinon juste, en tout cas politiquement justifiée. La notion de guerre juste est toujours bien présente aujourd'hui. Il suffit de se souvenir du discours pas si lointain de Barack Obama, tout frais, prix Nobel de la paix en 2009, qui déclarait « Dire vouloir la paix ne suffit pas à l'obtenir. Si la paix est l'objectif, la guerre est parfois justifiée. » Et il a montré que parfois elle était justifiée pour lui aussi. C'est là que naissent, dans ce courant du pacifisme qui se base sur le droit, c'est là que naissent à la fin du XIXe siècle des idées telles que l'Organisation des Nations en confédération, un embryon de droit international ainsi qu'un concept de médiation des différends internationaux. Et on sent venir le vent qui aboutira ensuite à la création de la Société des Nations et plus tard à l'Organisation des Nations Unies. Alors, oui, bien sûr, il y a des noms qui sont inévitables. Henri Lafontaine, avocat belge, spécialiste du droit international et de politique internationale, est une figure marquante du pacifisme en Belgique et bien au-delà. Sénateur du Parti ouvrier belge, il porte un intérêt tout particulier aux questions d'éducation et de paix, mais aussi à la situation des femmes. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé aujourd'hui s'il avait été là et s'il se serait rendu compte que j'étais la seule femme de tout ce panel au XXIe siècle. Inlassablement, Henri Lafontaine travaille pour la paix. Il participe à la création du Bureau international de la paix, Bureau international de la paix qui, aujourd'hui, définit sa vision comme étant celle d'un monde libre de tout conflit armé et dirigé par des principes de justice sociale. 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, Henri Lafontaine reçoit le prix Nobel de la paix. Il s'attelle ensuite à participer à la création de la Société des Nations. La Société des Nations qui a, elle aussi, pour principe, je lis, l'interdiction de la guerre, la justice et le respect du droit international. Mais la paix de la Société des Nations est la paix des vainqueurs.
de la Première Guerre mondiale. Et donc, la Société des Nations ne portera pas tous les fruits espérés. Elle ne pourra pas, notamment, effectivement, empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Dans son discours lors de la première assemblée de la Société des Nations en 1920, Henri Lafontaine se montre particulièrement préoccupé par la question de l'armement. Je le cite. « Quand on songe à ce qui a été dit et répété pendant tout le cours des terribles années que nous avons vécues, que la guerre allait mettre fin à la guerre, quand on aperçoit ce qui se passe, le développement des charges militaires dans tous les pays, plus énormes, plus coûteuses, plus pesantes que jamais, la solution que nous devons trouver à n'importe quel prix, c'est que le monde soit soulagé de ce poids écrasant. » On ose imaginer aujourd'hui quels pourraient être ces mots, alors que l'Union européenne prévoit de subsidier la recherche et le développement de son industrie de l'armement à hauteur de 40 milliards d'euros sur les 10 prochaines années, avec ce qu'elle appelle un fonds européen de la défense, destiné à aider les États membres à dépenser plus efficacement l'argent des contribuables. Et ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de la Commission européenne lorsqu'elle présente le fonds européen de la défense. Armes européennes qui, bien sûr, ne manqueront pas d'aller attiser les conflits un peu partout dans le monde, ce qui provoquera le départ obligé et risqué de migrants vers l'Europe. Et il sera donc nécessaire de cadenasser encore plus la forteresse européenne. Mais l'armement n'est pas qu'un sujet européen. C'est évidemment un sujet éminemment belge, éminemment national ici. La FNR Stahl continue aujourd'hui de produire et de vendre ses armes dans le monde entier, mais surtout à son plus gros client, l'Arabie Saoudite. Et ma foi, tant pis si les droits de l'homme et de la femme sont bafoués tous les jours là-bas. Au nom de la lutte contre le terrorisme et des intérêts économiques d'une région, un embargo n'est toujours pas à l'ordre du jour. Et ça, peu importe qui est au pouvoir politique dans le gouvernement wallon. Que pouvons-nous envisager en tant que pacifistes pour que l'on puisse enfin imaginer, que l'on puisse enfin pouvoir parler de la question de la reconversion d'une activité qui produit de l'armement ? C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais c'est une vraie question que l'on doit continuer à se poser. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'évoquer la question de la reconversion, tout simplement parce que ce que vous recevez en tant qu'argument, c'est que économiquement, ça ne tiendra pas la route, alors qu'il y a des études qui ne disent pas ça. Et aussi que, ma foi, les travailleurs de la FNR Stahl sont tellement fiers de leur travail. Alors notons que, et c'est une note extrêmement positive, que les pacifistes internationaux se mobilisent chaque année dans différents endroits du monde afin de protester et de bloquer les salons de l'armement qui se tiennent à Londres, Paris ou en Corée du Sud et ailleurs aussi. Le plus gros du genre, celui de Londres, la DSEI, a mobilisé des centaines de personnes qui, cette année encore, ont pris part aux actions directes non violentes visant à ralentir et bloquer l'arrivée du matériel militaire d'exposition, et ce pendant toute la semaine précédant l'ouverture de la DSEI. Ces pacifistes prennent des risques physiques, parce que oui, arrêter un camion dont les conducteurs n'en peuvent plus de se voir arrêter toutes les 5 secondes et dont ils ont un certain énervement, c'est un risque physique. Mais aussi des risques légaux importants, portés par la force de leurs convictions. Une centaine d'entre eux, cette année, ont été arrêtés et affronteront un procès en janvier et en février 2018 devant les tribunaux londoniens. Ce qui permettra de continuer à attirer l'attention médiatique sur cette question et de diffuser leur message antimilitariste et pacifiste. Alors, c'est aussi dans le capitalisme que le courant du pacifisme socialiste identifie la cause des guerres et donc l'obstacle à la paix. Et c'est ainsi que la Première Internationale accompagne son antimilitarisme d'une nécessité de lutter contre la guerre. Pour que le monde soit libre et en paix, il est indispensable d'instaurer une juste répartition des richesses par des réformes politiques et sociales.
En 1894, le POB adopte la charte de Carignan et se pose en défenseur de tous les opprimés, par-delà les questions de race, de sexe, de nationalité ou de religion. Les principes contenus dans cette charte sont intrinsèques à la fin du capitalisme. Les socialistes estiment que seule une société égalitaire et fraternelle pourra mettre fin à la violence, ce qui n'empêchera pas le POB de soutenir l'effort de guerre de 1914. L'épisode d'un soldat brisant son fusil, représenté sur un drapeau lors d'une manifestation socialiste à la Louvière en 1921, mènera le POB, cependant, à militer pour une réduction du service militaire, une réduction de la durée du service militaire. Alors, je vais aussi vous parler de l'IFOR, par exemple. Les Quakers, c'est un mouvement religieux d'obédience protestante qui apparaît au XVIIe siècle en Grande-Bretagne. Ils joueront un rôle fondamental dans le développement de l'objection de conscience et d'un service civil à destination des objecteurs dès la Première Guerre mondiale. Alors, l'objection de conscience, vous le savez, mais elle se définit comme le refus d'effectuer son service militaire en raison de ses convictions religieuses ou philosophiques opposées à l'usage des armes. Le Fellowship of Reconciliation, le FOR, né en 1914 en Grande-Bretagne avec le concours d'un nombre important de Quakers. Il a pour objectif de lutter contre la guerre et sera très engagé dans l'objection de conscience. Et le MIR, qui est la branche francophone du FOR, se donne pour orientation la participation constructive à la promotion de la justice et de la paix, au dialogue et à la réconciliation entre les peuples et les religions, au renforcement de la démocratie et de structures sociales et économiques plus justes. Alors nous sommes en Belgique, il est difficile d'évoquer question d'objection de conscience sans parler de Jean Van Lierde, qui est un nom qui résonne évidemment particulièrement. Antimilitariste et pacifiste, à la fois chrétien et libertaire, il incarne le combat pour une justice sociale. Lorsqu'il refuse de faire son service militaire en 1949, il écrit au ministre de la Défense nationale ceci. En refusant ce permis de tuer que les gouvernements des États accordent si facilement à leurs jeunes, je ne cherche pas une attitude de neutralité. Mon pacifisme est lié au combat de tous les opprimés du monde qui luttent contre toutes les formes de tyrannie. Et sa décision l'enverra plusieurs fois en prison, ce qui lui permettra d'entamer et de mener à bien le combat pour l'obtention d'un statut légal d'objection de conscience qui aboutira en 1964 en Belgique. Et ma foi, si le statut d'objecteur de conscience ne peut plus être acquis aujourd'hui, puisque la conscription n'existe plus en Belgique, les pacifistes réfléchissent à la possibilité d'étendre l'objection de conscience aux travailleurs qui souhaiteraient refuser un travail qui l'obligerait à participer à la fabrication d'armes. La réflexion est en cours et semble particulièrement pertinente à l'heure où les autorités restreignent drastiquement les libertés de choix des personnes sans emploi. Alors je vous emmène un peu plus loin, je vous emmène aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, 2012-2013, lorsque George Zimmerman, gardien de sécurité privée, est acquitté du meurtre de Trayvon Martin, jeune noir non armé, en Floride pendant l'été 2013, les images des manifestations d'indignation qui suivirent firent le tour du monde. « No justice, no peace », criait-il dans la rue. Il ne criait pas « Imagine », il criait évidemment « No justice, no peace ». C'est la naissance du mouvement Black Lives Matter qui profitera de ce que M. Kakelbergs évoquait ce matin, c'est-à-dire des réseaux sociaux qui n'ont pas que des côtés négatifs. D'autres Trayvon Martin suivront. Michael Brown à Ferguson, Eric Garner à New York et d'autres encore, tués par des policiers. À chaque fois, ils sont noirs, à chaque fois, les policiers sont blancs. Et à chaque fois, des manifestations qui parfois dégénèrent, une indignation qui se répand, une répression forte des autorités. Alors, pourquoi je vous parle de Black Lives Matter ? Parce que finalement, ce n'est pas un mouvement pacifiste. Ce n'est pas un mouvement pacifiste, mais c'est un mouvement qui a été et qui est toujours très soutenu par le FOR, par le Fellowship of Reconciliation aux États-Unis, notamment dans le fait que le FOR donne des formations qui sont celles que nous on donne ici en Belgique, des formations à l'action directe non violente pour que les communautés puissent s'organiser. Aussi parce que cette année, Black Lives Matter a reçu le prix Sydney pour la paix,
pour avoir inspiré un mouvement fort pour le changement à un moment où la paix est menacée par des inégalités et des injustices croissantes. Le prix Sidney pour la paix, évidemment, ce n'est pas le prix Nobel de la paix. Il n'empêche qu'ils ont déjà récompensé Desmond Tutu, Arundhati Roy, Vandana Shiva et Naomi Klein, entre autres. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, un mouvement non violent peut tout à fait soutenir un mouvement qui ne se dit pas pacifiste, tout simplement parce qu'il se retrouve dans les valeurs qu'il défend. Alors, il y a aussi évidemment le courant dit humanitaire du pacifisme qui se développe juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale sur la question à la fois de l'aide aux pays du tiers-monde, mais aussi de l'aide aux réfugiés. L'encyclique Paix sur Terre de Jean XXIII permet à l'Église catholique de privilégier la question de la responsabilité morale des êtres humains et de véritablement plaider pour la paix. Un défi actuel pour le pacifisme, c'est de se positionner sur la question des migrations. Les guerres provoquent des déplacements de population, c'est un fait, mais les inégalités sociales et économiques aussi. S'il semble aujourd'hui moralement facile, avec tous les guillemets autour du mot facile, d'apporter une aide dite humanitaire à un être humain qui fuit la guerre, il est encore malheureusement très différent d'apporter une aide à des personnes qui fuient leur pays pour des raisons économiques. Et comment se positionne-t-on sur la question de la liberté de circulation en tant que mouvement de paix? En tout cas, en Belgique, la CNAPD, la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie, s'est engagée dans le soutien aux occupations de personnes sans papier qui ont lieu à Bruxelles, mais aussi à Liège, à divers endroits. Et c'est un engagement qu'il porte aux côtés de nombreuses autres organisations de la société civile. Alors, nos valeurs de pacifistes, elles sont, j'ai envie de dire, défendues tous les soirs au parc Maximilien, derrière la gare du Nord, lorsque les centaines de personnes vont ouvrir leurs portes à des migrants qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne reverront peut-être jamais plus, pour une nuit, pour leur éviter des arrestations que l'on appelle des rafles. Il faut utiliser le mot qui est correct. Alors, je suis désolée, vous êtes français, je ne sais pas si vous connaissez la situation dont je me doutais. Le parc Maximilien est en fait un parc qui se trouve derrière la gare du Nord, qui est un point de rendez-vous des migrants depuis 2 ans au moins. Il y a 2 ans, il y a eu un mouvement citoyen important qui leur a apporté de l'aide, avec des tentes, avec une aide alimentaire et finalement en mettant une pression politique qui a fini par fonctionner pour qu'on prenne en charge ces personnes. 2 ans plus tard, la situation est plus la même en Belgique et elle était déjà difficile il y a 2 ans. Ici, elle est impossible. Nous avons un ministre de la Migration qui refuse d'aider des êtres humains et qui organise des rafles pour les emmener ailleurs qu'en Belgique. Et donc, depuis à peu près 3 mois maintenant, bientôt 3 mois, des citoyens ouvrent leurs portes un peu partout en Belgique. C'est assez exceptionnel, pas uniquement à Bruxelles, à des gens qu'ils ne connaissent pas, tout simplement pour leur éviter d'être arrêtés. Alors, la période de la guerre froide permet un pic de mobilisation pour les mouvements de paix en Europe. C'est une période que Raymond Aron qualifiait de paix impossible, de guerre improbable. La peur d'un conflit nucléaire États-Unis-URSS, couplée à l'installation annoncée des missiles américains en Belgique, ainsi qu'une forte diversité de la mobilisation dans les rassemblements organisés, ont mené près de 400 000 personnes à participer à la manifestation du 23 octobre 1983 dans les rues de la capitale. Et lorsque sonne la fin de la guerre froide en 1989, c'est l'interdiction de l'arme nucléaire qui fait l'objet des attentions du mouvement pacifiste. La campagne Bomb Spotting, organisée par Vrij de Saxi à partir de la deuxième moitié des années 90, mobilise des milliers de personnes qui participent à des actions diverses contre les armes nucléaires. Dépôt de plaintes en masse, inspection citoyenne sur la base militaire de Kleinbroegel, là où sont entreposées les armes nucléaires en Belgique. Tout cela afin de dénoncer leur présence et exiger leur départ. Interpellation politique, voilà. Lorsque plusieurs centaines de personnes posent un acte de désobéissance civile, par définition illégale, celui de rentrer sur un terrain militaire, dans le but de dénoncer un crime bien plus grand, et que cet acte, s'il est poursuivi juridiquement, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, alors oui, on peut dire qu'il existe un mouvement pacifiste fort contre les armes nucléaires.
L'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires offre maintenant une opportunité que nous ne pouvons pas rater en tant que pacifistes pour continuer à avancer vers un monde dénucléarisé. C'est l'engagement actuel d'agir pour la paix et il est renforcé par l'attribution du prix Nobel de la paix 2017 à Aiken, à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, dans laquelle nous avons inscrit notre propre campagne qui s'appelle Nuke Free Zone. Alors, soyons clairs, si faire descendre 400 000 personnes dans la rue contre les armes nucléaires doit reposer sur la peur, alors sans doute faut-il souhaiter que ça n'arrive plus. Mobiliser, oui, mais mobiliser pour faire changer les choses, pour réinventer le monde, pour exiger un autre monde. Le pacifisme est multiple, il était multiple hier, il est multiple aujourd'hui. Je plaide personnellement pour que si nous n'allons pas en tout cas vers une convergence des luttes qui est toujours très compliquée à obtenir, pour que en tout cas nous soyons beaucoup plus ouverts que nous ne le sommes maintenant en tant que pacifistes aux divers mouvements qui sont ceux de lutte pour la protection de l'environnement, pour les droits des minorités, parce que c'est une nécessité et c'est celle-là qui nous fera avancer, c'est là qu'est notre place de pacifiste aujourd'hui.